Bah salut, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. La raison pour laquelle mon absence a été aussi longue, je pense que vous allez la voir traîner. Voilà. En tout cas, moi je suis absolument ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes en 2026 et comme vous le savez, chaque année je sors un guide de survie du voyage en Chine pour vous aider à bien préparer votre déplacement dans l'Empire du Milieu. C'est parti, voici le guide 2026 du voyage en Chine. En Chine, pour payer, il vous faut absolument utiliser les applications de paiement chinoises. Donc vous avez WeChat ou Alipay. Si vous n'habitez pas en Chine, je vous conseille d'utiliser Alipay parce que WeChat, ça s'adresse plutôt aux personnes qui vont résider en Chine. Configurez votre profil Alipay avant votre départ en Chine. Prévoyez bien une vingtaine de minutes lorsque vous téléchargez Alipay pour configurer votre profil parce qu'il y a tout un tas de contrôles de sécurité pour vérifier votre identité. Vous allez utiliser Alipay ou WeChat pour payer en scannant des QR codes ou en vous faisant scanner par les vendeurs. C'est un moyen de paiement extrêmement pratique sur place. Malheureusement, ces transactions sont assez souvent détectées comme étant des fraudes par nos banques parce qu'il s'agit de petits montants très fréquents, assez répétitifs et ça passe comme opération internet. Donc malheureusement, si vous ne prévenez pas votre banque, il y a de grandes chances pour que vous soyez bloqué. Et d'ailleurs, même si vous prévenez votre banque, nous ça nous est arrivé à chaque fois l'année dernière, que ce soit avec mon compagnon ou avec ma soeur, on a été bloqués. Non mais du coup là on fait quoi? Je dois dormir sous un pont ou ça se passe comment? Mais sachez que cette année, comme à mon habitude, j'ai prévenu ma banque qui m'a répondu comme à son habitude, oui, nous prenons l'information en compte, toutefois les blocages sont automatiques donc on ne peut pas vous garantir que vous ne serez pas bloqué. Donc je me suis dit c'est pas grave, j'ai le numéro d'urgence, je peux appeler pour être débloqué en cas de problème à l'international et étonnamment je n'ai pas été bloqué du tout. Incroyable. Alors, nous on a Visa ou Mastercard et malheureusement, sur ces cartes-là, il y a un frais de transaction. En réalité, c'est pas grand-chose, mais si tu fais énormément d'achats pendant tout le voyage, ça finit par faire une différence. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui rentre de Chine ou un ami chinois qui a des renminbi qui voudrait vos euros, je vous conseille de faire une transaction au préalable. Vous envoyez les euros à votre contact vous envoie les renminbi et vous pouvez payer avec des renminbi sans frais parce que du coup le moyen de paiement ça sera pas votre carte internationale mais bien votre stock de renminbi. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait cet hiver et ça s'est avéré extrêmement pratique parce que parfois lorsque vous faites une transaction avec votre carte bancaire internationale, il peut y avoir des petits bugs alors que lorsque vous utilisez vos renminbi transférés par votre ami au préalable, ils sont déjà stockés dans votre portefeuille digital et en fait la transaction se fait instantanément. Si un jour ma chaîne YouTube finit par percer, peut-être que je vous ferai une sponsor sur les eSIM type Eralo et tout le tintouin. Toutefois, aujourd'hui ce n'est pas le cas, du coup je vais vous faire des recommandations sincères. Je ne vous recommande pas de prendre une eSIM. Pour moi la meilleure solution, ça a toujours été et ça restera de prendre une SIM locale à l'aéroport. Ça coûte une vingtaine d'euros, il y a plusieurs opérateurs et le fait de prendre sa SIM à l'aéroport, ça vous permet d'avoir une offre qui correspond à votre besoin et vous avez internet en quasi illimité. Mais pourquoi ne pas recommander une eSIM? C'est tellement pratique. En fait, pour moi, le souci, c'est que la eSIM ne vous donne pas de numéro de téléphone chinois. Pour moi, le fait d'avoir une eSIM, ça rend tout juste plus compliqué, alors que vous pouvez simplement payer une vingtaine d'euros et prendre une SIM locale à l'aéroport. Je vous garantis que ça en vaut la peine, et croyez-en mon expérience, parce que moi, chaque année, je le fais. Sauf l'année dernière. Avec mon copain, on s'est dit, bon, l'endroit des SIM est dans un autre terminal, donc vas-y la flemme, on le fera en ville demain. C'est chiant de prendre une SIM lorsqu'on est un touriste en dehors de l'aéroport parce qu'on va forcément vous proposer des forfaits et des offres qui ne correspondent pas à votre besoin de touriste. Donc faites-le à l'aéroport, c'est juste tellement plus simple. Voilà, ensuite, il fallait aller faire la carte SIM. C'était dans le long. En plus, on a dû faire plusieurs enseignes parce qu'ils nous disaient qu'on pouvait pas acheter une carte SIM pour une durée de moins de 6 mois. Et on s'est dit, bah non, clairement, on va pas faire ça. Note pour moi-même, toujours faire la carte SIM à l'aéroport. C'était vraiment une grave erreur de pas faire ça. Là, ça fait du bien. Et si vous n'avez pas de double SIM sur votre téléphone, je pense que la chose la plus pratique à faire sera juste de partir avec 2 téléphones. Mettez votre SIM française dans un vieux téléphone, la SIM chinoise dans le nouveau, et je vous garantis que ça simplifiera énormément votre voyage. Le téléphone dans lequel vous mettez la SIM chinoise vous servira au quotidien dans toutes vos transactions, ou commandes de taxi et de nourriture en tout genre. Et dans le téléphone qui contient votre SIM française, vous pourrez simplement télécharger un VPN, ou pas. D'ailleurs, si vous êtes chez Free, vous n'avez pas besoin de VPN. Même si Free, j'avoue, cette année, ça marchait pas très bien. Ça marchait, mais on dépassait jamais la 4G et c'était juste très lent, quoi.
Franchement, Free, ça va pas. Hein. En termes de VPN, celui qui apparemment marche bien, et ça a été confirmé par Henry Tran, c'est Let's VPN. Donc moi, j'utilise pas de VPN parce que, comme je vous le dis à chaque fois, je suis chez Free et par conséquent, je n'en ai donc pas besoin. Mais si vous avez besoin de télécharger un VPN, Let's VPN, apparemment, ça marche. En Chine, tu peux te faire livrer de la nourriture directement à ta place de train. Donc ça veut dire que le livreur donne ma commande sur le quai à l'hôtesse et elle me la livre directement à ma place. Moi j'avais vu ça sur les réseaux sociaux et je m'étais dit mais excellent. Nous lors de notre voyage on a fait des trajets assez longs et on s'est dit bah déjà de 1 pour tuer le temps ça serait trop rigolo d'essayer. En plus manger de la nourriture extérieure à la gare bah ça veut dire que c'est forcément meilleur et je me suis dit que pour une vidéo YouTube ça serait rigolo de faire le test. Et je n'ai pas réussi. L'application c'est ER-San Linglio. Ça n'a absolument pas marché. Donc si quelqu'un a réussi un jour à unlocker ce service, dites-moi comment vous avez fait dans les commentaires parce que j'étais trop triste de pas pouvoir tester. No thanks. I'm all set. En ce qui concerne les visas, la France figure toujours sur la liste des pays autorisés à se rendre en Chine pour une durée de 30 jours gratuitement sans visa. Malheureusement, tous les pays d'Europe ne sont pas concernés par cette autorisation, et je parle en connaissance de cause, puisque le pays de mon charmant compagnon ne figure pas sur cette liste. On a dû postuler à un visa touristique, même si on se rendait en Chine pour moins de 30 jours, et c'était assez chiant. Si donc votre pays ne figure pas sur la liste ou que vous souhaitez vous rendre en Chine de manière ininterrompue pour une durée de plus de 30 jours, vous allez donc devoir postuler pour un visa, donc visa touriste, visa étudiant, en fonction du motif de votre déplacement. Et je vous invite à être très prudent et à bien anticiper les démarches parce que là, ils ont fait d'énormes progrès par rapport au site internet. C'est beaucoup plus moderne que ce que c'était avant, mais ça reste un site chinois en France. Et les sites chinois en France, je sais pas si vous avez déjà expérimenté un petit peu, mais c'est toujours un petit peu compliqué. J'applaudis à l'envers. Je déplaudis. Et il y a toujours plein de petites subtilités qui font que ça bug et on sait pas pourquoi. Mon compagnon, il a dû faire la démarche et en fait on s'est rendu compte que c'était une tannée pour remplir le formulaire digital parce que typiquement vous allez pas pouvoir passer à l'étape suivante tant que les champs ne sont pas tous parfaitement complétés. On va vous dire qu'un champ est incomplet sans jamais vous préciser lequel et parfois l'incomplétude en question c'est simplement que pour taper votre adresse mail, il fallait commencer avec un caractère en majuscule. Oui, c'est très chiant et ça prend énormément de temps. C'est quoi ça? En plus de ça, je vous invite fortement à faire très gaffe à la qualité des photos que vous soumettez sur la plateforme parce que pour mon copain, on a utilisé les photos dont il se sert habituellement pour ses démarches administratives en France. La qualité et la luminosité des documents n'étaient pas suffisantes et en fait c'est horrible parce que pendant plusieurs jours, je crois que ça a même duré un peu plus d'une semaine, on n'avait pas d'update sur notre candidature, donc il s'est rendu au centre de visa, il s'est fait dégager. Le pauvre, il s'est cassé, désespéré, il s'est dit bah merde, on a déjà réservé les billets d'avion, comment faire? C'est très compliqué. Du coup, je me suis reconnectée sur la plateforme et j'ai essayé d'éplucher chacun des champs complétés et chacun des documents qu'on avait soumis pour voir ce qui pouvait bien bugger. Si une pièce n'est pas acceptée, on ne vous précise pas la nature de l'erreur ni le document manquant et c'est à vous en fait de vous concentrer et de réussir à identifier le problème. Et ça, c'est vraiment une tannée. Le centre de candidature pour postuler pour un visa n'est plus dans le 8e à l'arrêt de métro Georges V comme ça l'avait été jusqu'à présent. Ils ont déménagé ce centre à Neuilly-sur-Seine. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Bien faire les démarches en ligne avant de vous y rendre car sinon vous allez vous faire refouler d'une manière pas très sympathique. Arrival cards. Si vous vous êtes déjà rendu en Chine, vous n'êtes pas sans savoir que quelques heures avant l'atterrissage, les hôtesses ont pour habitude de vous donner un petit papier. Vous allez devoir renseigner votre vol d'arrivée, votre vol de retour, ainsi que toutes les villes que vous allez visiter et les noms d'hôtels. Mais bon, dans l'avion, généralement, on a que ça à foutre, donc ça passe. Sauf que récemment, les compagnies aériennes n'ont plus fourni ce petit arrival card, donc en fait, ça a donné lieu à des files d'attente assez interminables. Donc, les autorités chinoises, pour remédier à ce problème, se sont dit que ça serait trop cool de faire des arrival cards totalement digitalisé. On a testé avec mon mec le site. Bon, une fois de plus, ça reste un site chinois. Désolée, j'arrête pas de critiquer les sites chinois, mais franchement, faut reconnaître que les sites des autorités chinoises, c'est jamais très bien fait. Donc le site est assez compliqué parce que le problème, c'est que vous pouvez pas écrire en pin-in. Vous devez d'abord sélectionner le nom de la province et après sélectionner dans un menu déroulant le nom de la ville. Pour les personnes qui ne connaissent absolument pas la Chine, ça ne marche pas.
Alors, j'ai trouvé que c'était assez pratique parce que la plateforme, après, elle te génère un document qui comporte toutes les informations, mais surtout un petit QR code qu'après, l'agent de l'immigration n'a qu'à scanner. Je vous avoue que lorsqu'on est arrivé à l'aéroport de Beijing, personne n'avait ce document et tout le monde était en train de stresser à remplir son petit papier. On a donné la version digitale, ils l'ont scanné et c'est vrai que ça a été quand même plus vite que d'habitude. Donc si vous avez le temps, faites le petit arrival card avant de partir. En Chine, il y a beaucoup de contrôles d'identité. Et là, en fait, à chaque fois que je retourne en Chine, je constate que c'est toujours de plus en plus nécessaire d'avoir son passeport sur soi. Et maintenant, même pour rentrer dans une réserve naturelle ou dans un musée, vous n'avez pas de billet. Votre billet, c'est votre passeport. Donc, ça veut dire que vous effectuez votre réservation directement sur l'application Ctrip. Et dans Ctrip sont contenues vos informations de passeport. Et en fait, lorsque vous allez scanner votre passeport au portique pour rentrer dans la réserve naturelle ou dans le musée, ils vont très bien savoir qui vous êtes. Et d'ailleurs, on filme votre visage avec une petite caméra. Donc bon, ça fait des années que c'est le cas. Je ne m'en étonne plus, mais maintenant le fait de même plus avoir un petit billet physique pour visiter un musée, je trouve ça fou quoi. Donc faites attention parce qu'on va énormément vous scanner votre passeport sur la page de la photo. Et nous, avec nos passeports européens, la page de la photo, elle est très fragile. Donc faites gaffe parce que moi, ma page de la photo, elle est déjà toute pliée, donc je suis vraiment deg. 可以直接拿 passport 来到这边买票就可以直接进了，很开心啊！ Il y a aussi du nouveau en Chine sur les contrôles de sécurité. Les Chinois sont très à cheval sur le concept de la sécurité et c'est tout à leur honneur. Toutefois, en tant que voyageur, ça peut s'avérer parfois un peu chiant, notamment dans les gares et dans les aéroports. Il y a deux objets qui maintenant posent problème. Le premier, c'est les batteries externes. Donc ça a toujours été potentiellement un problème, sauf avec les petites batteries externes que tu utilises pour charger ton téléphone. Moi, typiquement, j'en avais ramené une qui m'avait été offerte par un CSE. Et en fait, il s'est avéré que cette pauvre petite batterie, en fait, elle ne comportait pas le label CCC. Et apparemment, si t'as pas ce label-là, t'as pas le droit d'entrer dans l'enceinte de l'aéroport. Le deuxième truc que l'on ne peut plus du tout rapporter, et ça pour le coup c'est chiant pour nous les Européens, c'est du déo en grand format. Donc à la gare ils nous ont fait ouvrir toute la valise et ils ont fini par trouver cette bouteille de déo, ils nous ont dit ah bah ça vous allez pas pouvoir le prendre. Et nous on était dégoûtés parce que en Chine c'est difficile de trouver du déo parce que les Chinois n'en portent pas. Malheureusement nous avons dû accepter et nous séparer de notre déo. Et le lendemain on s'est rendu chez Watson's pour racheter du déo. Voilà notre sauveur quand les gens de la sécurité de la gare nous ont mis notre déo à la poubelle alors que c'est un produit difficile à trouver. Mais là pour le coup c'était du déo habillé. L'application Ctrip a encore fait des progrès. Traditionnellement, Ctrip, on l'utilisait lors de nos voyages en Chine pour acheter nos billets de train. Maintenant, Ctrip, ça a énormément grandi et il y a beaucoup plus que des billets de train. On pourrait carrément comparer Ctrip à Booking.com et la raison pour laquelle je vous conseille d'utiliser Ctrip et pas Booking.com lorsque vous serez en Chine, c'est que d'une part, vous pourrez acheter vos billets de train, mais pas seulement, vous pourrez aussi réserver vos hôtels, réserver vos vols internes et surtout acheter vos billets pour vous rendre dans des musées ou dans des réserves naturelles. Et ça, c'est extrêmement pratique parce que le fait d'avoir tout centralisé sur l'application Ctrip, ça vous permet de visualiser votre itinéraire heure par heure et je trouve que c'est extrêmement pratique surtout dans des voyages en Chine parce que souvent si vous êtes comme moi vous partez pour des durées assez courtes où on essaie de rentabiliser le plus possible notre déplacement, on a des journées bien chargées. Quand partir? J'ai fait une magnifique vidéo qui s'intitule Chine, où et quand partir? Et vous verrez que globalement la saison à éviter c'est toujours l'été parce que l'été il fait toujours un peu trop chaud en Chine. Alors, moi, ça fait 2 années de suite que je me rends en Chine fin décembre, début janvier. Et pour moi, le fait de m'y rendre à cette période de l'année qui est vraiment une saison basse, je trouve que c'est exceptionnel parce que il y a 2 ans, je me suis rendue en Chine au mois d'avril. Je me suis dit qu'a priori, j'avais pas de raison de m'inquiéter pour les foules de touristes. C'était ni le Nouvel An chinois, ni la Golden Week. Mais la vérité, c'est que le printemps, c'est un peu une saison que les retraités privilégient. Plus. En fait, on était avec mon copain et on était dans des hordes de touristes. Enfin, c'était assez impressionnant, notamment lorsque nous avons visité Tianmen-shan. Ça s'arrête jamais. C'est assez impressionnant. Et là, cet hiver, nous sommes rendus à Emeishan, qui est un site touristique tout à fait comparable. Les deux sont juste incroyables. Et en fait, c'est avéré qu'à Emeishan, au mois de décembre, il n'y avait vraiment pas grand monde. Donc quand je compare avec la foule qu'on a vue à Tianmen-shan au mois d'avril, je me suis dit, mais trop bien en fait. Où partir? Alors, ces derniers temps sur les réseaux sociaux, on a l'impression que la Chine c'est juste Shanghai, Beijing et Chongqing, parce que oui, maintenant Chongqing, la ville cyberpunk qu'il faut à tout prix visiter, sinon on a raté son voyage en Chine. Oui, ok, et j'avoue que moi-même je me suis rendue à Chongqing lors de mon dernier voyage en Chine, mais c'est pas du tout pour suivre la trend. Le Yunnan est absolument parfait pour une personne qui se rend en Chine pour la première fois et qui n'arrive pas à faire un choix en termes de paysage et de culture. Si vous vous rendez dans le Yunnan, sachez que au nord, vous aurez accès à la culture tibétaine et à ses reliefs absolument magnifiques.
Au centre, vous aurez accès à la culture chinoise, dans la capitale de Kunming, avec ses marchés de fleurs et sa gastronomie excellente. Et au sud, vous aurez la culture d'Asie du Sud, dans le Xishuangbanna, qui est à l'extrême sud de la province. Et bien en fait, vous êtes à la frontière du Laos. En ce qui concerne la compagnie aérienne, le meilleur rapport qualité-prix, ça reste toujours Air China. Le fait que vous choisissiez une compagnie chinoise, eh bien, ça vous autorise à survoler l'espace aérien de la Russie. Par conséquent, ça va beaucoup plus vite. Donc, peut-être que, à raison, vous allez craindre pour votre vie, mais si vous survivez à cette traversée, vous aurez économisé 3 heures sur votre itinéraire. Non mais regardez ça. Faut savoir que depuis tout à l'heure, je vous parle, mais à mes pieds, il y a juste un petit gremlin qui fait n'importe quoi. Donc j'espère que c'était assez audible. Moi, je dois vous laisser, je dois m'occuper de mon...